fans de Formule 1, bienvenue pour un nouveau numéro de Retour au stand, le débrief du Grand Prix de Hongrie, la 13e manche du championnat qui conclut cette première partie de saison. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la victoire de Max Verstappen, la 28e en carrière. Le Néerlandais s'envole encore plus au championnat. Mercedes de plus en plus fort et les nouveaux déboires stratégiques chez Ferrari. Nous parlerons également de la Silly Season avec les annonces de Fernando Alonso et de Sebastian Vettel, sans oublier nos tops et nos flops pour conclure notre podcast. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 13e épisode de Retour au stand. C'est le débrief du Grand Prix de Hongrie. Bataille à 6 pilotes, temps pluvieux mais horizon dégagé pour Max Verstappen. Le Grand Prix d'Hongrie a tenu sa partie ce dimanche 31 juillet avec de l'action en haut du peloton. J'accueille mon cher ami Clément Bigois pour ce 13e épisode de Retour au stand. Bonsoir Clément, j'ai l'impression que les lundis se ressemblent de plus en plus quand je t'introduis dans ce podcast. Toujours autant de déceptions, mais aussi et surtout de l'incompréhension, encore et encore avec la Scuderia Ferrari. Un bon Grand Prix, mais pas pour certains. Bonsoir à toutes et à tous, je suis rouge de colère, rouge comme la tenue de Charles Leclerc, comme la voiture de Carlos Sainz, rouge comme les pneus qu'ils auraient peut-être dû passer aussi. Non, mais voilà, on a vécu quand même un beau Grand Prix et puis surtout on a un Max Verstappen qui file tranquillement. C'est pas vraiment ce qu'on aurait dit il y a quelques mois, mais il file tranquillement vers son deuxième titre consécutif de champion du monde. C'est logique puisqu'il a principalement la meilleure équipe sur le muret, les meilleurs stratèges. Et on voit que ça fait une différence très importante, surtout depuis ce Grand Prix de Budapest, même si ce n'était pas le seul souci côté Ferrari depuis des semaines. Bien sûr. Alors, on n'est pas encore fin novembre, on est début août. Donc, on va parler des stats actuelles. Donc, Max Verstappen a remporté le 28e succès de sa carrière, le 8e cette saison. Il partait 10e après une qualif plus ou moins ratée due à un problème moteur. Un départ plus ou moins laborieux où il est enfermé dans le peloton. Et après, par contre, c'est tapis rouge. Alors, une victoire inattendue. C'est tapis rouge avec un bon rythme, une gestion sans bévue, une stratégie assez maligne. Il est notamment rentré premier des 6 au 39e tour. Il se permet en plus de faire des erreurs pour gagner. Une nouvelle fois, Clément, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à Max Verstappen ? Il a été au-dessus du lot. Il a été un petit peu plus réservé samedi soir et dimanche matin sur ses chances de victoire, puisque Ferrari affichait un gros rythme, puisqu'il partait 10e avec une voiture où, tu l'as dit, il y a eu des problèmes en qualification, des problèmes pas faciles à régler. On a vu sur les réseaux sociaux que l'équipe Red Bull a travaillé également dimanche matin sur la voiture, puisqu'ils n'étaient pas certains de leur coup. C'était pas simple de revenir après cette 10e place en qualif, puisque devant il y avait quand même du très lourd, en tout cas, à dépasser. On parle de Lewis Hamilton, des deux Alpines, ou encore de Lando Norris. Mais il a, avec cette fraîcheur au Hungaroring, il a eu un rythme excellent. Et on est obligé quand même de parler du raté monumental de Ferrari. On en reparlera tout à l'heure, mais il a profité de cela. Et c'est une, je crois, 28e victoire en carrière. Et il y a fort à parier qu'il se rapproche de Fernando Alonso et ses 32 victoires en carrière, 6e homme de l'histoire de la F1. Il peut s'en rapprocher clairement avant la fin de saison. Bien sûr. Quel est l'effet marquant pour toi de sa course à Max Verstappen, le moment où tout a basculé pour lui? Est-ce que c'est la mauvaise stratégie de Ferrari? Est-ce que c'est le 360 qu'il a fait? C'est vrai que c'est un moment marquant parce qu'il s'en sort bien. Il retrouve la piste un peu comme à Silverstone.
Ça aurait pu se finir dans le mur parce que c'est à ce moment-là où la piste est quand même pas très très large, où c'est l'entrée des stands. Voilà, est-ce qu'on peut parler déjà de chance de champion? Oui, peut-être, mais ça lui a peut-être mis un déclic, mais je pense que c'est surtout le fait que la deuxième salve de ravitaillement était en faveur de Red Bull. Ils ont, entre guillemets, fait peur à Ferrari alors que Ferrari n'avait pas à avoir peur. Je retiendrai quand même la phrase de Franck Montagny sur Canal+ hier en fin d'après-midi au moment de lancer Formula One. Ce n'est pas Max qui gagne la course, c'est Ferrari qui la perd. Je pense que même si on va aller plus loin dans l'analyse, c'est une phrase à retenir qui résume parfaitement cette course en Hongrie. D'ailleurs, pour revenir très vite à ce 360, on peut signaler que Charles Leclerc a failli se retrouver dans la même situation, juste derrière lui. Tu l'as vu, Ouais, Charles Leclerc, à ce moment-là. c'est Cet deux, enchaînement du circuit est vraiment… ouais, deux pilotes qui ont eu chaud à ce moment-là et Ouais. l'un eh bien, a bonifié ce coup de chance et l'autre eh bien, s'est fait tirer dans le dos par son écurie, si je puis dire. On sait que les Red Bull vont devoir, à un moment ou à un autre de la deuxième partie de saison, subir un changement par rapport à leur pièce moteur ou d'autres, donc une pénalité pour leur monoplace, partir notamment peut-être en fond de grille, mais j'ai l'impression que ça ne veut plus dire grand-chose maintenant, compte tenu du championnat, puis aussi cette facilité de dépassement de partir en fond de grille pour Red Bull. Ouais, je suis d'accord avec toi. Déjà, on voit les équipes qui ciblent parfaitement les pistes où il faut changer de moteur. Ils peuvent le faire en Italie notamment, ou au Japon, même si après le Japon, au Japon, il restera 5 courses à disputer. Mais voilà, les nouvelles monoplaces, on ne cesse de le répéter, permettent beaucoup de dépassements. On en a vu encore beaucoup dans ce Grand Prix qui était, somme toute, de bonne facture de ce côté-là. Donc oui, les remontadas de Sainz, là, celle de Max qui n'avait jamais gagné un Grand Prix en partant plus loin que quatrième. Là, il part 10e, donc plus 9. Il a fait ce qu'il fallait. Et oui, voilà, ils peuvent surtout gérer maintenant 80 points d'avance pour Max Verstappen au championnat sur Charles Leclerc. Il n'y a pas loin de 100 points d'avance au constructeur. C'est quand même un gap terrible et facile pour cette équipe Red Bull. Il parlait notamment, Red Bull, de partir en fond de grille à Spa également, à Spa ou Monza. Ce sont deux circuits où les dépassements sont assez… Enfin voilà, c'est deux circuits, deux tracés où les dépassements sont largement possibles. Donc ils avaient parlé également de Spa. Tu l'as rappelé, un point sur le classement. Max Verstappen qui score du coup 25 points de plus ce week-end, ce qui le porte à 258 au classement pilote, 80 points avec Charles Leclerc. Mais on parlera dans notre troisième partie des pilotes de la Scuderia. Il y a un point que je voulais aborder quand même. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est un point majeur, mais les problèmes qu'ils ont eus en début de saison à Bahreïn et en Australie, les deux seuls abandons de la Red Bull, enfin de Verstappen surtout, je pense que ça a été une aubaine pour l'écurie, puisqu'ils ont rapidement trouvé les failles de leur Red Bull et ça leur a permis eh bien, de travailler la performance surtout. Et la différence avec Ferrari, qui a connu des déconvenues un petit peu plus tard au retour en Europe, qui, on le sait, est très important, ils se pensaient peut-être trop beaux et ils ont connu des problèmes, et des problèmes surtout qu'ils ont eu du mal à cibler, puisqu'on se souvient de l'abandon de Charles Leclerc après, quelques jours après son abandon en Espagne. Donc c'est peut-être un point majeur de cette saison, c'est d'avoir eu entre guillemets, des soucis tôt pour les résoudre et bien finalement le plus tôt possible. Le plus tôt possible, mais aussi très rapidement, puisque
abandon à Bahreïn, abandon en Australie. 15 jours plus tard, Max Verstappen gagne à Imola et c'est le début de sa série de victoires. Donc, c'est vraiment impressionnant de la part de Red Bull. Voilà, on peut souligner la qualité du staff Red Bull, en tout cas à l'usine également, tout le travail qui est fait derrière, puisque effectivement, des problèmes très tôt, mais des problèmes très rapidement résolus, puisqu'après, ils n'ont jamais connu de déboire, à part Sergio Pérez, mais pour la voiture numéro 1, ça a été vraiment sans souci. Bien, là, je te propose de passer à notre deuxième partie consacrée à Mercedes. Les flèches d'argent se sont montrées une nouvelle fois à la hauteur de la situation. Pour la deuxième fois de suite, les deux pilotes sont sur le podium. Mercedes et avec Red Bull sont les deux grands gagnants du week-end. Ils reviennent à 30 points de Ferrari au classement des écuries. On échangeait hier par message, Clément, et tu me disais, à ce rythme-là, Mercedes va finir devant Ferrari comme deuxième force du plateau. Est-ce qu'on peut en arriver là? Oui, très clairement. Vu le rythme qu'ils ont, le rythme de points. Je ne vais pas parler de rythme en course où ils sont un petit peu en difficulté là-dessus, mais ils semblent travailler sur ce point et j'ai l'impression qu'ils arrivent à gratter un dixième par-ci, un dixième par-là. Et ça se verra peut-être dans la deuxième partie de saison avec notamment le retour de la F1 à Spa. Mais Mercedes, j'ai envie de dire que ça devient sérieux. Une pole absolument fantastique de George Russell samedi. On pensait vraiment que Carlos Sainz avait réalisé le meilleur tour, un tour presque parfait sur ce tracé un peu spécial du Hungaroring. On avait dit la semaine dernière, mon cher Quentin, que cette piste n'était vraiment pas faite pour Mercedes, mais ils ont encore une fois travaillé le châssis, le fond plat, et cette voiture, elle est performante, elle est rapide, pas encore très rapide, mais elle est rapide, et elle est encore une nouvelle fois fiable. Et on a aussi faut le souligner, des personnes de qualité sur le muret qui sont très forts en stratégie. Hamilton, voilà, côté stats, eh bien, ça fait 5 podiums de suite. C'est le deuxième meilleur pilote derrière Max Verstappen sur les 5 derniers Grands Prix. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Il est en grande forme et on voit une équipe Mercedes vraiment très, très déterminée. Et on revoit Toto Wolff sourire, ce qui change beaucoup de choses. Je trouve qu'ils ne se sont pas laissés abattre après une voiture qui était mal née, une nouvelle réglementation qui a semblé les bouger, en tout cas dans leur écurie en Angleterre, mais ils se sont pas éteints là-dessus et ils ont remis le bleu de chauffe. Donc, le travail est récompensé. Tu disais que Ferrari avait un niveau de performance, un rythme de course un peu plus élevé encore que Mercedes. On a vu quand même à certains moments de la course hier que Mercedes pouvait rivaliser avec Ferrari. La bonne stratégie plus une bonne performance fait déjà que Mercedes clairement sur ces 3 derniers Grands Prix, on va dire, est au-dessus de Ferrari, même s'ils n'ont pas encore de victoire. Est-ce que tu t'approuves mon raisonnement? Ouais, on va dire que pour l'instant, il y a une écurie largement au-dessus et il y a 2 écuries pour la deuxième et troisième place. Mercedes a clairement refait ce gap de performance sur Ferrari et il faut quand même souligner l'excellent travail de George Russell depuis le début de saison. Et c'est peut-être là aussi la différence, le point majeur concernant Mercedes, c'est-à-dire que George Russell a peut-être permis à Lewis de travailler un peu plus, de travailler collectivement, c'est-à-dire sur la voiture, mais aussi personnellement et peut-être de se remettre en question. Mais on voit une équipe Mercedes sérieuse et très déterminée. Et attention à Ferrari, puisque Mercedes rattrape 15-20 points par week-end. Donc, à ce rythme-là, il pourrait être en Belgique ou peut-être plus en Hollande devant Ferrari. Ça ne serait absolument pas choquant. Justement, j'allais te parler un petit peu de George Russell.
Il avait passé un cap en début de saison avec cette série Mister Consistency. Voilà, ses performances entre la première et la 5e place. Il a passé un cap, on peut le dire, ce week-end avec sa pole position et puis une Mercedes qui fonctionne. On voit bien qu'il est capable, largement capable de figurer au plus haut niveau. Il a passé encore un cap pour toi, Clément, ce week-end de George Russell? Oui, c'est un point important, cette première pole position, on le sait, dans la tête, dans le corps, dans les jambes, c'est ultra important, mais je suis surpris, oui, puisqu'on n'attendait pas la Mercedes à ce niveau-là sur ce circuit du Hungaroring. Mais voilà, il est rapide depuis très longtemps, il s'adapte à toutes les situations, il aime quand cette piste manque un peu de grippe et quand il fait frais. On se souvient qu'il sublimait la Williams lors des conditions très compliquées. Donc, c'est un gamin encore très, très talentueux. Voilà, on n'a pas envie trop de se projeter dans l'avenir, mais si on pouvait avoir dans quelques années une lutte sublime à trois entre Max Verstappen, George Russell et Charles Leclerc, au moins en attendant peut-être pourquoi pas Théo Pourchaire, on en reparlera, mais il a tout pour devenir un champion du monde et sûrement avec Mercedes. Allez, on passe à notre 3e partie, le problème Ferrari. Ferrari encore frappé, non pas pour ses performances, mais par sa stratégie. Je me permets de rappeler un peu le contexte de course. Nous sommes au 39e tour. Leclerc mène le Grand Prix avec derrière lui George Russell qui perd du temps et qui voit Sainz revenir derrière lui. Verstappen vient de s'arrêter et lui aussi commence à avoir un bon rythme. On fait rentrer Leclerc au stand et on lui chausse des pneus hard. Précédemment, dans la course, ce sont les Alpines qui ont chaussé ces pneus et qui ont perdu beaucoup de leur rythme, des pneus qui ont mis longtemps à chauffer à cause de la piste fraîche. Bref, l'écurie française avait montré la voie à ne pas emprunter. Et c'est pourtant ce que la Scuderia fait en chaussant des hards à Leclerc dans ce 39e tour. Incompréhension encore une fois, Clément, l'écurie ruine les espoirs de Leclerc, les espoirs pour gagner le titre. La Ferrari n'est pas au niveau dans les stands, point. On a des stratèges qui sont mauvais. Je vais rappeler les termes de Jacques Villeneuve, le consultant Canal+, aux côtés de Julien Febvre. Il suffisait de regarder une télé, il suffisait de regarder 3-4 datas pour voir que les hards ne marchaient pas. On a vu le bal des faux culs après, à l'issue de cette course, avec un Carlos Sainz qui ne comprenait pas trop les questions de certains journalistes, un Charles Leclerc incisif, puisqu'on sait qu'il n'aime pas perdre et qu'il n'est pas du tout langue de bois, et un Mattia Binotto, allez, c'est mon mot préféré, mais totalement lunaire, complètement perdu dans ses paroles. Il est absolument catastrophique. Et on a ensuite vu sur les réseaux sociaux Lapo Elkan, le petit-fils Agnelli, mettre un petit tweet long, avec un sens particulier. C'était un emoji rouge de colère, rouge Ferrari, qui veut peut-être en dire long sur ce qui peut se passer dans les vacances, mais ces vacances vont être compliquées à Maranello et en Italie. Je pense que les tifosi Ferrari n'apprécient pas ce qui se passe, et Charles Leclerc encore moins. On lui a ruiné déjà pas mal de courses, mais là ça commence à faire beaucoup parce que l'erreur elle est terrible. Tout allait bien en pneu médium, il avait un bon rythme. Je crois qu'avant son arrêt, il avait quasiment 5 secondes d'avance sur George Russell. Il était dans des chronos tout à fait acceptables sans perdre de temps. Donc, c'est absolument incompréhensible ce qui s'est passé, si ce n'est de dire qu'il y a beaucoup trop d'incompétence sur le muret Ferrari. Du coup, est-ce qu'à ce niveau, il faut remettre en question la qualité du staff et faire le ménage pendant la trêve, selon toi? C'est fort possible. On sait que rien n'est facile à Maranello dans cette écurie ultra exigeante. On avait vécu un début de saison tranquille, peut-être trop tranquille, si je reprends les termes d'un film bien connu avec Astérix. Mais voilà, Ferrari retombe dans ses travers. Ça fait quand même de nombreuses années que
que ça ne va pas. Alors, ça n'allait pas dans les écuries. Maintenant, ça n'allait pas à l'usine avec des soucis aérodynamiques. Et là, on a des soucis majeurs sur le muret. On a aussi des gros soucis, encore une fois, dans les stands avec un nombre d'arrêts ratés Ouais, c'est ce que j'allais te dire. incalculable. C'est fou. Et la Ferrari, qui est quand même eh bien, la plus grande marque de l'histoire de la F1, ne peut pas rester avec autant de manque dans son équipe. Je ne sais pas si c'est à Mattia Binotto de payer, à Laurent Mekies ou à d'autres, mais il doit y avoir, oui, comme tu l'as dit, du ménage de fait. S'ils veulent gagner des courses, déjà, ça serait bien. Puis essayer de ne pas être la troisième force, alors que Mercedes était quasiment au fond du trou après le premier tiers de la saison. Il me semble que c'était un arrêt à 4 secondes 6, non, pour Charles Leclerc ou alors Carlos Sainz, je ne sais plus. C'est ça, c'était pour Carlos Sainz, un énième arrêt raté, et on n'a pas l'impression qu'ils se remettent en question, et ça, c'est vraiment gênant. Et les mots de Mattia Binotto que j'ai mis en méga flop, Oui. voilà, ça montre à quel point on a je ne sais pas si c'est des directeurs déconnectés des réalités, mais cette langue de bois, ça suffit. Mais justement, Ferrari a eu l'habitude par le passé d'être à ce niveau-là, de se battre pour un championnat. Comment, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu du grand ménage entre les années Vettel-Leclerc même si voilà, la voiture n'était pas la même, etc., etc. Et entre ces années-là et 2022, mais comment on peut faire autant d'erreurs? Et hier, il y avait vraiment un nombre d'erreurs, c'est affolant. C'est devenu la risée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Comment on peut être Ferrari et faire autant d'erreurs alors que par le passé, on s'est battu de nombreuses fois pour le titre? C'est une bonne question. J'aurais aimé avoir en main, je ne te cache pas, aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport, l'équipe italienne qui est souvent très critique envers, je vais mettre des guillemets, sa Scuderia Ferrari. Je pense que ça doit tirer dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est contre Mattia Binotto ou contre toute l'équipe Ferrari, mais voilà, trop c'est trop. Quand tu pars deuxième et troisième, tu ne peux pas te permettre de finir quatrième et sixième. C'est inenvisageable. Inenvisageable. Et une écurie, comme je disais, avec une telle exigence, doit faire bouger les choses rapidement, et certaines têtes doivent tomber. Ça, c'est une évidence. C'est pas que le tifoso qui parle, mais quand on analyse tous les ratés concernant surtout Charles Leclerc, c'est ça qui est terrible, c'est que ça concerne ton pilote numéro 1. Ça ne doit pas rester sans conséquence. Je te propose de parler du Mercato Formule 1, autrement appelé Silly Season, parce que ce week-end, on a eu le droit vraiment à des annonces. Début du week-end avec notamment donc, la retraite de Sébastien Vettel à la fin de la saison. Et puis ce matin, en allant travailler, je te l'ai annoncé d'ailleurs, tu ne l'avais peut-être pas vu avant, Fernando Alonso qui signe chez Aston Martin pour un contrat pluriannuel et qui donc remplace numériquement Sébastien Vettel. Alors, une décision un peu surprenante, tu me l'accordes? Totalement. C'est assez spécial de le voir partir chez Aston Martin. Il part d'Alpine, qui est la quatrième force, pour se retrouver chez Aston Martin, qui est actuellement la neuvième équipe. Alors, est-ce qu'il a eu des garanties de performance ou pas? Je ne sais pas, mais c'est une décision étonnante à 41 ans. Le contrat pluriannuel, on pense que c'est peut-être 2 ans, parce qu'à 43, ça sera peut-être dur d'être encore très, très performant, même s'il il l'est encore à 41 ans. Mais j'avoue que oui, la décision est étonnante, mais ça laisse place maintenant à pas mal de possibilités, alors qu'on entendait des bruits de Mick Schumacher, qui est le petit protégé de Sébastien Vettel. Mais cette décision, cette signature a été faite dans le plus grand des secrets, et bravo à Fernando Alonso et à l'équipe Aston Martin de Lawrence Stroll. Est-ce qu'il faut du coup miser, puisque maintenant le baquet disponible est chez Alpine,
Est-ce qu'il faut miser sur Oscar Piastri, selon toi? On sait qu'il fait partie de l'académie alpine, on le voit souvent voilà, dans les stands, dans le muret alpine, en train d'observer Esteban Ocon et Fernando Alonso. Beaucoup de monde voudrait que ce soit Oscar Piastri. Là, on a vu tout à l'heure sur le compte Twitter Off Track, qui est un média assez sérieux, Oscar Piastri qui se serait pré-engagé avec une autre écurie que McLaren, puisqu'on parlait aussi de Piastri chez McLaren, en remplacement de Ricciardo. Voilà, le jeune Australien se serait pré-engagé chez une autre écurie que McLaren, et cela avant l'annonce de Fernando Alonso. Et on sait que Fernando Alonso, ça s'est fait très rapidement ces derniers jours. Est-ce que Oscar Piastri peut filer chez une autre écurie que chez Alpine? C'est une silly season, silly transfert, comme on voit sur les réseaux sociaux qui font un peu monter le popcorn. Oui, il peut aller ailleurs, hein, on ne serait pas surpris. Après, il est quand même sous contrat Alpine. Si, justement, on serait un peu surpris, parce que j'ai l'impression que la ferveur populaire veut que Oscar Piastri aille chez Alpine. Oui, et ça ferait un duo de jeunes talentueux avec Esteban Ocon. On sait que c'est un gamin qui a brillé en F2, qui a montré qu'il était rapide, fiable en course, mais il y a encore pas mal de rumeurs. Pourquoi pas voir l'autre Australien, Daniel Ricciardo, débarquer chez Alpine, revenir dans le giron Renault. Toutes les possibilités sont là, sont sur la table, mais en tout cas, on le sait, c'est entre Spa et Monza que ça se joue, donc on va attendre encore un bon mois et on devrait avoir le plateau entier voilà, dans les prochaines semaines, mais ça promet puisqu'il y a des places de disponibles peut-être chez Alfa Romeo avec un Zhou qui n'apporte pas les garanties sportives et financières. Il y a des places peut-être chez Williams, peut-être du coup chez McLaren pour être aux côtés de Norris. Donc tout ça va faire beaucoup parler dans les stands, sur les réseaux sociaux et dans ces podcasts comme chez nous. Bien, je te propose de passer à notre dernière partie, nos tops et nos flops. Je rappelle que vous pouvez retrouver les tops et les flops du Grand Prix sur notre chaîne Twitter. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça nous ferait plaisir. Alors, tu as mis en flop Daniel Ricciardo. Alors, ça m'a beaucoup étonné quand on en a parlé tout à l'heure, puisque moi, j'étais plutôt satisfait. On sait que la McLaren n'est pas compétitive pour se battre face aux trois premières écuries. Ricciardo, j'en ai eu un bon souvenir hier, notamment sur son magnifique dépassement sur les deux Alpines. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé hier? Ou alors peut-être que c'est un constat général. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez Daniel Ricciardo? Constat général, il part 9e, il termine 15e, il est à des années-lumière de son coéquipier Lando Norris. Alors peut-être que cette McLaren est fabriquée plutôt pour Lando, c'est une possibilité, mais voilà, il n'est que l'ombre de lui-même, malgré des beaux dépassements, malgré une activité en course, il essaye, mais il n'est pas performant. Où la voiture ne l'est pas, mais c'est compliqué. Il accroche une Q3. Bon, on va dire que c'est bien, mais il permet aussi, enfin, il est en Q3 aussi parce que Sergio Pérez ne l'est pas. Moi, je le trouve vraiment en difficulté et beaucoup trop loin de son coéquipier. C'est pour ça que je l'ai mis en flop. Alors moi, j'ai mis Lando Norris en top. Lando Norris, j'aime beaucoup ce pilote, j'en attends beaucoup. Malheureusement, sa voiture n'est pas capable d'accrocher un podium, voire une victoire. Mais on peut souligner quand même cette deuxième ligne en qualification de Lando Norris. Malheureusement, en course, ce n'est pas la même chose. Bon, là, il a accroché quand même quelques points. Et d'ailleurs, il a réussi tout au long depuis ce début de saison 2022 à accrocher quelques points. On peut souligner ce beau travail de Lando Norris. Ah, mais c'est même des très beaux points. Il est le 7e homme au classement. Il a 18 points d'avance sur Esteban Ocon. Quand on sait que tu te bats pour une 7e, 8e place, c'est 6 points, 4 points. Donc, pour l'instant, il a un gap très important. Les places, ce sont de l'argent pour développer
la voiture. Il fait clairement le job, Lando Norris, et il se montre vraiment très régulier. Ça fait quatre top 7 d'affilée pour lui. Il est régulier et ça, c'est important pour une telle écurie. Clément, je te laisse pour ton moment F2 puisque Théo Pourchaire a gagné ce week-end. Ouais, d'habitude, on parle un peu de F3, mais cette fois-ci, ils ont été un petit peu moins performants. Et c'est notre relève, Théo Pourchaire, qui s'est imposé dans la course longue, dans la course principale dimanche matin. Il n'avait plus gagné depuis le 24 avril à Imola. Il fait un week-end de qualité et surtout, il revient à seulement, entre guillemets, 21 points de Felipe Drugovich, le pilote brésilien qui est en tête du classement de la F2. Donc, bravo au natif de Grasse qui a réalisé une très grande course avec son écurie et sa tactique. Il reste 4 week-ends maintenant à cette F2. On peut toujours croire au titre de champion du monde de F2 pour Théo Pourchaire. Et s'il venait quand même à gagner ce titre, est-ce qu'il mériterait un baquet en F1? Pour moi, oui. On sait à quel point le protégé de Vasseur est aimé dans le paddock et chez Alfa Romeo. Donc il faut qu'il continue sur cette voie. Et voilà, c'est toujours des moments importants du vendredi au dimanche, même si voilà, il y a la course sprint et la course longue. La course longue rapporte beaucoup plus de points. Celle du dimanche matin, elle lance un peu la journée Grand Prix et c'est toujours plaisant de voir briller nos tricolores. Il est très talentueux et on espère qu'il continuera là-dessus avec son équipe Art Grand Prix. Est-ce que gagner le titre en F2, c'est la seule garantie pour toi pour qu'il arrive en Formule 1? Je ne sais pas si une deuxième place suffira. On sait à quel point les grosses écuries regardent ce haut du championnat de F2 et c'est vrai qu'il n'est plus rookie. Il a réalisé l'année dernière une belle saison et là, il réalise vraiment un très grand championnat. Il aurait pu gagner un petit peu plus, mais il est régulier sur le podium, notamment dans la course principale. C'est ça le plus important. Il va falloir gagner ce championnat pour espérer un baquet en F1. Et sinon, il repartira pour une troisième saison en F2. Est-ce que cela se suffira ou est-ce qu'il va falloir passer voilà, pour une troisième année? Allez, réponse dans quelques semaines, puisqu'ils vont enchaîner 3 rendez-vous comme la F1, Spa, Zandvoort et Monza. La saison se terminera aux Émirats Arabes Unis, à Yas Island, comme de coutume. Donc, on sera vite fixé. Il est rapide, sa voiture est fiable. Donc, allez Théo. Allez Théo, et on parle également de Logan Sargent du côté de chez Williams. Qu'est-ce que tu en penses de Logan Sargent, qui est troisième d'ailleurs derrière Théo Pourchaire au classement F2? Oui, il est troisième à 40 points. Il est performant et on sait à quel point eh bien, les Américains lorgnent sur cette Formule 1. On sait que la F1 appartient aux Américains de Liberty Media. Donc, placer un pilote devient important, même si ce n'est pas facile de venir de l'IndyCar pour l'autre voie. Lui, il est performant en F2. Avoir une écurie sera très compliqué. De mémoire, je crois que c'est Andretti qui voulait en avoir, mais pour l'instant, on reste sur 10 écuries. Donc, il va peut-être falloir se tourner du côté des pilotes et Logan Sargent pourrait très bien avoir un baquet en mars prochain, en mars 2023. C'est une forte possibilité, oui. Bien les amis, c'est la fin de ce 13e épisode de Retour au stand. Merci à vous de nous écouter. Et puis merci à toi Clément, toujours de m'accompagner dans cette belle aventure. Et bien à la prochaine, dans 3 semaines pour le Grand Prix de Spa. Et puis peut-être qu'on fera un petit épisode, notamment sur nos attentes, pourquoi pas de la deuxième partie de saison de Formule 1. Avec plaisir. Un bilan et nos attentes pour normalement les 9 derniers Grands Prix de la saison après une pause estivale bien méritée pour tout le monde. Exactement. Merci à toi Clément. Et puis nous, on se retrouve dans 3 semaines. Ciao.